Je connais pas ça. C'est un petit café, c'est un gars de moto qui a ouvert ça. Pendant la pandémie, ça marche super bien. Si vous passez à Mansonville, sur la place dans le milieu du village, jusqu'à le parc, d'un côté de la rue, il y a le marché, je ne sais plus si c'est ukrainien ou polonais. Là. Puis il y a de l'autre... Ouais, je pense que c'est polonais. De l'autre côté de la rue, il y a le petit café là. Puis là, le nom l'indique torréfaction, mais il fait la torréfaction du café. Puis salut tout le monde. Salut tout le monde à la maison. Vous voyez, vous entrez, vous vous asseyez avec nous, on prend un petit café, un petit verre d'eau, et puis on rencontre Simon Poudrette. Vous l'avez déjà rencontré une première fois dans une de nos vidéos. Tu nous avais amené une Harley-Davidson, un Sportster de mémoire. Oui, un XR 1200 qui avait fait la XR Cup à l'époque au Canada et quelques courses aux États-Unis. Un beau souvenir pour mes oreilles et mes poumons. C'est la minute, faites du bruit. Fait que gentlemen, start your engine. Voilà. Et donc, on ne te rencontre pas pour rien, Simon, parce qu'en fait, tu as une riche expérience motocycliste. On te connaît, nous, Marc et moi, depuis un certain temps quand même. Moi, je t'ai rencontré, il doit faire 10 ans au moins que je t'ai vu les premières fois, même si on n'est pas très proche, je te connais un peu. Donc, je vais te laisser vraiment te présenter, expliquer au monde d'où c'est quoi un peu ton expérience, ça a commencé de où, t'as pogné la passion où. Je te laisse aller, je me ferme la trappe parce que sinon, tu diras pas un mot. Donc, moto, d'où ça vient? Mon père a eu une petite moto dans le milieu des années 90, Yamaha Radiant. Qui était une petite moto standard 600cc. Il y a eu ça 1 ou 2 étés, je suis plus certain. Puis vendu, lâché la moto. Puis moi, quand je suis arrivé au cégep, fin du cégep, j'ai décidé de faire mon cours avec un ami de l'époque. Puis on a fait nos cours. Puis j'ai acheté une moto qui était en tout point identique à celle de mon père. Elle était 2000. Même couleur, même année. On a vérifié, c'était pas la même. C'est pas la même, ouais. Non, c'était pas la même. Ça aurait pu, mais c'était pas le cas. Puis ça a été le début d'une longue carrière motocycliste. Ça a même ramené mon père à la moto. Ah, ça c'est cool. Il a roulé avec un peu durant cet été-là. Puis je me souviens à l'automne, on était à l'époque, les petites annonces sur Internet, c'est moins hot un peu. Là, fait que c'était encore le moto hebdo papier. Ouais. Il avait trouvé une moto usagée, il appelle le gars. Puis le gars, de mémoire, c'était un Honda Shadow 1100. Puis il regarde ça, puis il dit « Ah, je peux-tu aller la voir? Tu serais sous? J'étais à Boucherville. » Il dit « Mon père, ah oui, moi aussi. » Il donne le nom de la rue, c'était la rue à côté. Ah non! Il est allé à pied voir la moto. Puis ça a été le début de son retour à la moto. Ma mère s'est mise à faire de la moto aussi avec lui à ce moment-là. Elle en faisait déjà, puis elle a repris ou elle a appris à faire... elle avait embarqué un petit peu dans le milieu des années 90, mais elle n'aimait pas ça. La moto était très petite. Ouais. Puis au début 2000, avec la Shadow qui était plus confortable, un dossier, des sacoches, tout ça. Ils se sont mis à la moto, ils ont embarqué dans un club, puis ils ont roulé jusqu'à il y a, je sais plus, 2-3 ans. Ils ont passé quelques motos. Donc, du côté de mes parents, ça a été ça. Ils ont fait plusieurs beaux voyages. Fait qu'une famille de motos. Tu fais des voyages avec eux? Oui, j'ai fait le tour de la Gaspésie avec eux. C'est vrai. Nice. Il y a plusieurs années de ça. De mon côté, ça, la petite Yamaha Radiant. Ensuite, j'ai joué un club de la FMQ, qui était l'Association Motocycliste Métropole, qui est disparu aujourd'hui. Puis ensuite, quand j'ai joint le club, c'était un club qui avait beaucoup de motosport et de sport touring. On allait souvent au Vermont, État de New York, puis les gars aimaient beaucoup ça aller rouler là, avec raison. C'est les routes, l'état des routes. Des courbes partout, personne sur le chemin, les gens super courtois. Il y a une belle ambiance, une belle Angleterre. Puis à partir de là, j'ai décidé de changer de moto. J'étais allé vers un Suzuki SV1000. J'avais comme 2 choix en tête à ce moment-là, un VFR 800 VTEC ou un SV1000. C'était un choix difficile. Hein? Ça se ressemblait, mais pas tant. La Suzuki était moins chère aussi. Puis donc, c'est ça. Ça a été le début de l'aventure de la motosport un peu plus. J'ai eu ça jusqu'en 2007. Ensuite, j'ai fait le saut du côté de la moto double usage avec une KTM 950 Adventure 2004 que j'ai encore aujourd'hui. Que j'ai roulé partout en Amérique du Nord. J'ai traversé le Canada, les États-Unis.
Je l'ai envoyé dans l'Ouest américain 3 fois par camion. Okay. Tu vas nous raconter tout ça tantôt. Fait que tu viens pas du monde du motocross, parce que souvent, moi, donc le double usage, c'est tu pars de la route, t'as fait, le standard te dit, après plus sportif touring, puis là, tout d'un coup, tu décides de faire... Avais-tu des raisons? Avais-tu une... Il y avait beaucoup de gars de l'AMM qui s'en allaient vers ça au tournant 2005, 6, 7. Là. Il y avait beaucoup de gars qui avaient changé leur motosport vers des doubles usages, parce qu'ils étaient atteints de tout en faire les mêmes routes, les routes dans un état so-so au Québec. Ouais. Aller au Vermont, oui, c'est le fun, mais c'est un peu loin. Fait que les gars avaient changé vers ça tranquillement, puis il y avait l'air de triper. Puis ça l'ouvrait des chemins. Des possibilités au Québec, my God. Moi je suis né très clair dans ma tête d'être à quelque part dans le fond des Bois-Francs, puis de sortir d'une courbe, d'envoyer à la main un couple qui est arrêté sur le bord du chemin, qui allait chercher son chemin, puis je me demande pourquoi ils sont arrêtés. Puis 200 mètres après, je tombe sur la gravelle en motosport pour faire comme... Le chemin Glen, tu l'as déjà fait, le chemin Glen? Ça devait être une route à numéro. C'est peut-être celle-là. Le chemin Glen, non, dans le bout de Sutton? Non, c'est pas ça. C'est ça. J'étais dans Bois-Francs, dans le coin de Dame-Nord, quelque chose comme ça. Moi, j'étais dans le bout de Sutton. Qu'est-ce qui m'a amené à moto double usage? C'est 3, 4, 5, 6 courbes. Ça va bien, c'est le fun. Puis tout d'un coup, sans prévenir quasiment, gravel, là, grosse de même, là, ça arrête là. Là, tu sautes sur les breaks, ton chum saute sur les breaks, il passe à côté de toi parce qu'il break moins bien. Et tu te dis, non, les routes qui coupent au Québec, c'est pas grave. Fait que je te comprends à 100 000 à l'heure. C'est ça. Fait que ça a été ça. Le changement s'est fait là. Puis, depuis ce temps-là, moto double usage, j'ai eu quelques deuxièmes motos pour s'amuser, des motos de route. J'ai eu un VF 500 Honda 1984 de mémoire que j'ai remonté, que le moteur était brisé, qu'il a fallu que je trouve un moteur. Puis ça, j'ai compris que les motos plus vieilles, c'est plus facile à remonter parce qu'il y a comme un état de collection, là, de parenthèse. Ouais. Fait que c'est plus facile d'avoir des morceaux. Les motos des années 80, c'est un peu l'horreur là, parce qu'il n'y a rien de disponible. Là. Ça a été super dur, ça a été une aventure à remonter. Puis, au final, une fois que je l'ai remonté, j'ai roulé avec un peu, j'ai fait... finalement, pas tant. pas tant un VF500. C'était rien de super. Là. Ah non, c'est ça. T'es comme dans les années 80, t'es comme dans le temps où la moto, en plus d'être pas fiable et pas tant le fun, souvent, là. Il y a des modèles plaisants, mais t'es quand même dans une époque où... T'es dans un milieu qui est moins le fun, on va dire, qu'aujourd'hui, avec les motos super équipées, avec beaucoup d'électronique, ou les vieilles qui ont une âme, puis quelque chose... Il n'y avait rien là-dessus, mais le look était correct, ça fonctionnait correct. La performance, c'était pas si mal pour un 500, mais ça n'avait pas de frein, c'était terrible. Puis pas de suspension non plus. Fait que pour aller vite, mais pour s'arrêter. Avec les routes, ça arrive ça de Montréal, tu fais comme, finalement, je n'irai pas très loin avec ça. C'est ça, donc, tout ça nous amène... Bon, on va passer sur un petit épisode quand même assez... je veux dire, on le sait. Toi, tu as été impliqué dans plusieurs associations, la motocycliste, des choses comme ça, comme le CAPM, on a parlé un petit peu hors champ. Là. CAPM, Mouvement Escargot, qui s'est joint en même temps. Quand les deux ont fusionné ensemble, j'étais là. On s'est battu pour le prix des plaques. Là. On était plein de monde. J'ai souvenir d'avoir été à Québec dans une manifestation. À l'hippodrome de Montréal, ceux qui étaient là vont s'en souvenir, l'orage incroyable qu'il y a eu quand c'était le moment du départ. Des souvenirs, des souvenirs le fun en quelque part, parce que ça fait partie de notre vie de motocycliste. Puis ça fait partie de l'histoire de la moto au Québec. Là. Effectivement. Il y a eu des gains par rapport à ça, il y a eu des défaites. Au final, plusieurs années plus tard, je pense que ça a eu du bon. On a réussi quand même certains trucs. Puis c'était beau de voir, quand même de voir 10 000 motocyclistes ou 7-8 000 motocyclistes en même temps sur le chemin. C'était je pense que la fois de l'hippodrome, le chiffre officiel, c'est pas loin de 20 000. C'est ça. Bon, c'était énorme. Là. Fait que ça, c'était cool. Là. Je me souviens d'un gars avec son Harley qui avait mis des bougies dans ses sorties d'exhaust, là, puis il m'avait pété ça dans le tunnel. Je m'en attendais tellement pas, mon gars. Là. J'ai quasiment fait un infarctus instantané parce que ça a
pété. Écoute, il est malade, le gars, mais il était là pour faire du bruit. C'était ça qu'il avait fait. J'ai juste vu au centre-ville de Montréal, le bruit avec le monde sur le trottoir qui se demandait c'était quoi ça. C'est cool. Ouais, c'était toute une époque. Là. Puis tout ça t'amène tranquillement à devenir président. Est-ce que tu as fondé MTA? J'étais autour à ce moment-là. J'étais président de l'AMM, l'Association Motocyclisme Métropole, au milieu des années 2000. Puis MTA s'est fondé en 2009 à peu près. Puis à ce moment-là, MTA avait donné un coup de main à MTA pour exister, si on veut. Okay. On a gentiment prêté les statuts et règlements pour faire un copier-coller au presque. Okay, ouais. Et puis ça a été le début de l'aventure de MTA. Je leur ai donné un coup de main. Puis je gravitais déjà là-dedans. J'avais déjà la 950 Adventure. Puis tranquillement, pas vite, je suis rentré dans le groupe, je me suis impliqué un peu plus, puis je suis président depuis quelques années maintenant. Donc, déjà en partant, c'est quoi MTA? MTA, c'est un club de moto, évidemment. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre... juste pour dire, ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, Moto Trail Aventure. Effectivement. OK, on est très dirigé hors route. Oui, double usage. Double usage. La clientèle, notre clientèle type, c'est quelqu'un qui roule en moto double usage. Tu sais, le classique pour nous, on est toujours présent au Salon de la moto dans le kiosque de la Fédération des motos en route du Québec, les FQMHR. Puis, les gens s'achètent une moto. Puis là, ils demandent au vendeur, OK, là, j'ai acheté XYZ, que ce soit une GS 1250 ou un Kawa KLR. Tu sais, il y a tout entre les deux. Là, Suzuki, KTM... Name it. Là, les gens, ils demandent au vendeur, OK, je fais quoi à cette heure avec ça? C'est bon. Tu la regardes. Tu me vends un rêve là, sur ton poster. Super, là, j'ai vu le poster, maintenant, on fait quoi? Je veux faire ça, je vais où? Puis là, il dit, va aller voir eux autres là-bas, là, au kiosque de la FQMHR, ils vont tous te dire ça. Fait que là, il arrive, il nous explique ça. Puis on fait comme, OK, c'est quoi ton expérience? T'arrives de où? T'as fait quoi comme moto? Tu veux faire quoi? Explique-moi ton rêve. Est-ce que c'est des gars qui ont de l'expérience moto? Parce que moi, un peu mon idée, c'est que pour faire du double usage, il faut quand même avoir une bonne expérience moto. Est-ce que c'est le cas ou c'est des débutants qui... Écoute, il y a de tout. J'ai vu du monde arriver qui avait fait du motocross toute leur jeunesse. Puis après ça, qui avait fait de la moto de route. Puis là, ils voulaient revenir vers un peu plus... hors sentier battu, disons. J'ai vu du monde qui avait fait juste de la moto de route, que là, il était comme tanné de faire de la route, puis qui dit « Ah, j'ai entendu dire qu'on peut faire de la trail au Québec avec ça, comment ça marche? » Puis il y a de tout. Là. Puis, ça va de la jeune vingtaine à aller jusqu'à des gens dans soixantaine avancée. Tu vois, ça, c'est un préjugé que j'avais aussi. Je me disais que ça devait être des mononcles comme moi, là, des gars qui avaient roulé peut-être plus que moi, mais qui avaient cette expérience. La moyenne d'âge des gens, des membres chez Moto Trail Aventure est vraisemblablement haute de 40 ans. Il faudrait vérifier, mais... Ça donne une idée, mais il y a des gens d'un peu tous les âges. Nous, ce qu'on offre, c'est un peu un service clé en main, si on veut. Tu deviens membre, c'est 45 $ par année. Qu'est-ce que ça te donne, ça? Ça te donne accès à un calendrier qui est établi. Donc, il y a une randonnée aux 2-3 semaines tout au long de l'année. Après ça, on a différentes activités connexes. On fait une activité de remise en forme au début du mois de mai, qui est une journée de temps au complet où on a des instructeurs certifiés qui donnent des différents exercices, différents modules, là, si on veut, tout au long de la journée. À la fin de la journée, les gens doivent être fatigués. Oui, ils sont brûlés. Puis est-ce que c'est des techniques qui sont différentes de moto de route? Je veux dire, quelqu'un qui a les techniques de base, est-ce qu'il y a des... tu vas te débrouiller quand même. Le contrepoids, ça s'applique. La même chose, là, après ça, il y a des trucs différents. Le freinage dans du sable, de la roche, c'est un peu différent. Comment te placer, rouler debout sur une moto de route, tu fais jamais ça. Tandis qu'une moto double usage comme on a qui nous entoure, c'est quelque chose de fréquent. Donc, on offre ça, la remise en forme au début du mois de mai. Habituellement, dans l'hiver, avant ça, on fait toujours une clinique GPS. C'est toujours quelque chose de populaire que les gens, se demandent comment ça fonctionne, s'orienter avec un GPS, comment que le GPS même fonctionne, puis le fameux logiciel qui va avec, là, qui est Basecamp. Comment fonctionne le Basecamp, qui n'est pas hyper intuitif. On monte ça, on fait une clinique mécanique aussi. Mécanique, pas nécessairement comment refaire un moteur, mais comment faire de l'entretien de base. C'est comment ajuster une chaîne, vérifier les freins. Puis les bris aussi, j'imagine. Préparer ta moto pour le printemps. Et la rendre... Ajuster les commandes, les miroirs, ton ergonomie. Puis les bris en ride, non? J'imagine bris de chaîne, ces choses comme ça. Réparer une crevaison, c'est le genre de truc que plusieurs gens sont très, très craintifs.
Et puis, on leur montre comment réparer une crevaison. Tu sais, quand tu n'as pas de tube, quand tu es tubeless sur une moto, réparer une crevaison, habituellement, ça se fait assez bien. Ouais. Comme j'aime à dire, quand on fait notre remise pas remise en forme, quand on fait la clinique mécanique, si tu as un tube, ben là, c'est plus compliqué. Tu es parti pour une aventure. Ouais, c'est ça peut être long un peu. Ouais, donc, on organise ça, puis des randonnées, c'est ça, 2-3 semaines. On va en Estrie, des Bois-Francs, des Laurentides. Quand la frontière est ouverte, on va au Vermont. J'allais dire, là, bien sûr. Là, présentement, c'est sûr qu'on n'a pas pu y aller les 2 dernières saisons, mais on fait ça. Puis, on amène aussi des gens en sentier de quad. Là. Donc, avec la passe FKMHR, qui est complètement différent du membership de Moto-Trail Aventure. En achetant la passe de sentier de la FKMHR au coût d'à peu près 150 $ par année. Ça donne accès à des sentiers. Ça donne accès à 12 000 km de sentiers dans la province de Québec. Wow, quand même. À moto? Oui. Ah oui? Il y a 12 000 km de sentiers de quad accessibles aux motos dans la province présentement. Ouais. On a plus que doublé en 10 ans. OK. Le nombre de kilomètres tu vois, accessibles. ça, c'est une des personnes que ça fait 2 ans qu'on devrait rencontrer, qui est Benoît-Gilles Dupont. Depont. Depont. Oui. Benoît-Gilles Depont. Lui, il faut absolument qu'on prenne le temps de le rencontrer parce que la moto la moto hors route et quad et tout, c'est quand même une identité du Canada et du Québec, entre autres. Parce que la FKMHR représente autant des clubs comme nous que des pistes de motocross, que des clubs de sentiers. Des organisations qui font des courses aussi. Donc, ils couvrent tout ça. C'est assez vaste, là, ce qu'ils Puis, font. tu nous l'as-tu donné? C'est combien le coût pour être membre MTA? 45 $. 45 $. Je ne sais pas si j'ai pas fait attention si tu l'avais dit avant, mais OK, 45 $, fin de compte, pour avoir accès quand même à une panoplie d'activités au courant de la saison. Et des activités dirigées. Là. Comme tu nous disais un petit peu, on part à telle heure, on sait où on va manger, on sait. Il y a des accompagnateurs. Puis ça, c'est un frein. Au départ, quand tu commences à faire de la moto, puis que tu sais pas, OK, tu fais le tour des roues que tu as chez vous, mais c'est bien de pouvoir, surtout hors sentier, de pouvoir, hors route, je veux dire, là, de pouvoir être dirigé, puis savoir au moins tu sais où tu t'en vas, puis tu vas revenir puis même sur la route, les gens qui ont une moto de route, d'être accompagnés. Quand je vais prendre mon exemple. La première fois que tu embarques sur une Goldwyn, par-en à Marc, il voulait un café, mais il a voulu rentrer avec la Goldwyn chez Tim Horton, pas au service à l'auto. On ne l'a pas compté, ça, moi, quand j'ai fait ma vie sur le Goldwyn. Tout d'un coup, c'était moi le newbie, je savais pas ce que je faisais. Parce qu'il est arrivé pour arrêter, puis il y a de l'inertie à la machine. Quand tu es avec des gens comme toi, Marc peut en parler, là. Quand tu as des gens comme toi qui ont à peu près des machines similaires, tu as un pace qui se fait, t'as le groupe s'homogénise à un moment donné, les plus rapides un petit peu en avant, les moins rapides nous, ce qu'on fait, tu arrives le matin, tu te présentes à la raid. Il faut que tu t'inscrives par le site Internet parce qu'on veut savoir combien il y a de gens. C'est des groupes quand même raisonnables aussi. Vous avez des maximums, là, j'imagine? On met toujours un maximum. On a rarement refusé des gens. Habituellement, on réussit toujours à se débrouiller puis on forme des sous-groupes. Des sous-groupes, OK. Exemple, au printemps, quand on a fait une raid en Estrie à la fin du mois de mai en 2021, on s'est retrouvé avec pas loin de 40 participants. Là, à ce moment-là, les règles gouvernementales disaient pas plus que tant de personnes, regroupement, puis là, on fait comme, on est dehors, mais là... Chacun a sa face dans son casque. Mais là, tu sais, le matin, tout le monde dans un stationnement, c'est peut-être pas l'idée du siècle avec les règles actuelles. Fait que là, on avait divisé, j'avais fait plusieurs points de départ, j'avais formé des groupes, puis comme ça, on avait dit aux gens aussi, amenez-vous un lunch, comme ça, le midi, on va pouvoir dîner où on veut. Ça va être plus facile, puis les groupes ne se croiseront pas. C'est ça, les groupes ont fait des chemins qui étaient différents, donc il faut que tu arrives aussi avec tout le monde faisait la même route. Tout le monde faisait la même route, mais en partant pas du même point, puis tu pars pas nécessairement à la même heure, on s'est pas suivi à la queue leu parce que tu as d'autres problèmes quand tu roules sur un chemin de gravel et que c'est sec. Tu lèves un nuage de poussière, à un moment donné, là, tu ne vois plus rien. Fait qu'à une dizaine de personnes, ça reste raisonnable. Là, mais plus que ça, c'est ça allait bien. Donc, tu arrives le matin, on prend présence, puis là, on forme des groupes, dépendamment combien qu'on est. On a toujours suffisamment de leaders pour la journée. Des leaders. Les leaders sont associés avec MTA comme tel ou c'est de t'en prendre des fois dans le groupe? Ça peut arriver que je vais communiquer avec les gens d'avance pour dire hey, demain, la raid, j'ai vu que tu es inscrit. Est-ce que tu peux prendre un groupe? Ça nous donnerait un bon coup de main. Donc, on fait ça, puis on part avec les groupes. Un leader, quelqu'un qui ferme en arrière, donc un ouvreur, un fermeur. Puis on part avec les groupes. Puis là, on forme des groupes. Fait qu'à une dizaine de personnes, ça reste raisonnable. Ça allait bien. Donc, tu arrives le matin, on prend présence, puis là, on forme des groupes, dépendamment combien qu'on est. On a toujours suffisamment de leaders pour la journée.
puis on fait notre journée. On sait exactement où on va arrêter de dîner, où on va arrêter de mettre de l'essence, une pause le matin, une pause l'après-midi. Ouais. Puis c'est ça. On encadre les gens. Si jamais il y a quelqu'un qui a un accident, une crevaison, peu importe quoi, la personne ne sera pas tout seule. On va l'aider. Ouais. On va l'aider, on va la sortir du pétrin. Ouais. Mais la partie logistique, c'est un gros plus juste en soi. Puis c'est la force des clubs moto. Le parcours est validé aussi. On s'assure avant d'aller le faire que le chemin qu'on veut faire, ça se fait dans le délai qu'on a prévu, que le chemin est bien ouvert. Puis, qu'il n'y a pas de gros tu n'es jamais à l'abri d'une route qui a fermé à la dernière minute. Ça se peut que la semaine d'avant, le pont était là. Surtout au printemps. Au printemps, il y a des risques quand même. C'est déjà arrivé quand on fait le rallye en Estrie, qu'on valide toujours le parcours la veille. Puis Marc Saint-Jacques est arrivé le vendredi en validant, puis il a comme fait « Oh, la route est fermée. Elle était ouverte il y a 2 semaines quand je suis venu voir. » Ah, c'est ça. Puis il est obligé de tout refaire ses instructions pour faire un détour, mettre à jour tout ça. J'allais t'en parler du rallye, parce qu'on a fait ça avec Marc, un rallye MTA, où, tu sais, avec les indications, là, au 3e arbre, tu tournes à gauche, puis tu fais un demi-tour si l'arbre est orienté au sud. Non, c'est pas si mal que ça. Mais tu parles de l'activité où on est arrivé pour dîner quand tout le monde avait fini. T'as tout compris. Exactement. Les derniers, c'était nous. Je vous conseille de le refaire. Vous allez vous améliorer. Si j'avais été là, je serais encore dans le bois aujourd'hui. Un bon défi, c'est de le faire tout seul, le rallye. Ça se peut que tu fasses beaucoup de U-turn. Tu zigzags. On en avait fait suffisamment de mémoire. Si vous le refaites, je vais vous donner un crash course rallye 101. Oui, ça serait une bonne idée. Oui. Ça serait une bonne idée que tu nous coaches avant. Ouais, mais c'est une activité qui est super le fun à faire. Oui, ça avait été super plaisant. On avait eu beaucoup de plaisir. On a fait à chaque année. Je pense que cette année, c'est la 10e édition. OK. Puis ça fonctionne toujours bien. Puis c'est le fun. Ça permet de découvrir l'Estrie autrement. Marc montre toujours un super parcours qui permet de découvrir différents coins. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que des fois, il va te faire passer sur le même chemin, mais dans le sens contraire. Fait que ça se peut que tu croises du monde que tu connais. Ouais. Là, t'es plus trop sûr que je suis au bon endroit au bon moment. Exactement. Ouais. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Je vais t'avouer qu'il y a eu beaucoup de discussions. Casque à casque. Oui, c'est à droite. Non, c'est à gauche. Mais bon. Comme le vieux couple que vous êtes. Oui. Puis, tu sais, on était un groupe de 4. Fait que c'était très drôle parce qu'on était 4 perdus, mais vraiment perdus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une des activités super populaires. Ouais, MTA, cool. C'est à peu près 250 membres au total. Okay. Puis l'autre chose aussi à savoir, il y a des commanditaires au club qui varient un peu d'un an à l'autre. Là. Donc, les commanditaires donnent des rabais à nos membres sur présentation de la carte de membre. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Puis on organise des activités avec ces commanditaires-là. Donc, les cliniques mécaniques, GPS, on fait ça chez les commanditaires. Ça amène des gens à la boutique. Ouais. Puis eux, ça leur donne de la business en échange. C'est ça, c'est un petit écosystème. C'est bien. Les rides, disons une ride moyenne, on parle de combien de kilomètres, combien d'heures dans une journée? On parle entre 250 et 350 kilomètres. Là. Ça dépend on va où. Il y a quand même des raids qui sont pas mal plus importantes. Je pense à Papineau-Labelle. Oui, c'est sûr que Papineau-Labelle, quand on l'organise, cette année, c'est François Leblanc qui le faisait. Il partait de Montréal parce qu'il demeure dans ce coin-là. Mais Papineau-Labelle, il faut savoir, c'est que c'est en haut de Montebello. C'est loin. Oui, on est c'est un 2 heures pour y aller. Juste pour ça. À peu près. Là, moi, elle-même. Quand j'y étais l'an dernier, Papineau-Labelle, j'ai souvenir d'être parti de chez moi le matin à 7 h, puis je suis revenu à 7 h le soir, puis j'ai fait comme 500 km dans la journée. Là, c'est une grosse pas nécessairement une ride pour novices non plus. Non, parce que ce qu'il faut savoir en double usage, c'est il y a une séparation assez nette entre le nord et le sud du fleuve. Là. Okay. Au nord du fleuve, c'est beaucoup plus sablonneux qu'au sud. Ouais, OK. Donc, dans le Papineau-Labelle, c'est sablonneux, c'est mou. Puis c'est une réserve faunique, là, donc c'est sauvage. Ça se peut que le chemin que tu vois sur ton GPS n'existe plus. Ouais. Puis ça se peut que celui que tu es dessus, il n'est pas sur ton GPS non plus. Ouais, OK, c'est ça. Ça varie d'une saison à l'autre. Ça prend des gens qui connaissent bien le secteur, puis c'est ce qu'on offre. Là. Ben, c'est ça. C'est comme je disais tantôt, c'est aussi la force d'un club motocycliste. À un moment donné, des fois, on a tendance à... comment je pourrais dire, pas à rire, mais à dénigrer un petit peu les clubs motocyclistes. C'est des trucs de vieux, c'est des trucs... Mais tu sais, ça a une utilité aussi. Et ça particulièrement sa raison d'être hors route, moi, je pense. Ouais. Parce que vraiment, tu sais, je veux dire, se perdre dans le bois, on peut se perdre dans le bois, il y a des conséquences de... Quelqu'un peut pas décider demain matin de partir tout seul puis je vais faire une grande ride, c'est peut-être... Le Papineau-Labelle est un peu complexe. Aller en Estrie, sur les rangs de l'Estrie, ça, c'est beaucoup plus accessible à monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas bien le secteur parce que
tu peux pas tellement te perdre, là, puis il n'y a pas de danger. Tu Non, es toujours près d'un village. Là. Ouais, c'est ça. Faites-vous des activités genre longue distance? Je sais pas, on met toutes les motos sur un train puis on s'en va, je sais pas, moi, dans le désert du Nevada ou des trucs, je pense aux États-Unis parce que c'est plus proche. Non, le club n'a jamais organisé ça, puis c'est pas la vocation du club. Moi, je l'ai déjà fait dans le passé. Ouais. J'ai envoyé ma moto 3 fois dans l'Ouest américain, une fois à Vegas, 2 fois à Denver. Puis la première fois en 2014. L'idée était née au printemps ou à l'automne 2013. Il y avait un gars à ce moment-là qui avait eu l'idée. Il disait hey, on se met une gang, on remplit une vanne de motos, puis on envoie ça à Vegas à l'automne 2014. Puis il dit moi, je suis allé déjà dans ce coin-là en auto pour la job. J'ai une couple d'idées, il y a l'air d'avoir des beaux chemins. Puis là, les gars se sont mis à s'échanger par le forum Radaventure à ce moment-là. Puis là, en faisant des échanges, on a fini par monter un parcours. Puis ça a tellement bien marché qu'au lieu de remplir une vanne, on en a rempli 3 de mémoire. Okay. On a envoyé 75 motos au total à Vegas. Ouais. Puis il y avait de tout. Il y avait des doubles usages, il y avait des motosports, il y avait des grosses customs, il y avait des Goldwing. Il y avait toutes sortes de monde. Ouais. On était partis 2 semaines. Le groupe de double usage, finalement, on a fait 2 groupes d'une douzaine de personnes chaque. Puis comme on faisait une boucle autour du Grand Canyon, les 2 groupes de 12 se sont séparés au départ, puis ont fait le tour chacun de leur côté. Puis à mi-chemin, on s'est rejoints dans un immense chalet qu'on avait loué. Ah, OK. Puis on s'est raconté un peu notre moitié de voyage à ce moment-là, puis il est arrivé toutes sortes d'aventures là-dedans. Des pannes dans le désert, des crevaisons, sortir du White Rim Trail à grosse noirceur parce que les gars sont en train de réparer un flat, mais on n'est pas capable d'y rejoindre au téléphone parce qu'il n'y a pas de signal. Eux, par contre, ont du signal dans le fond du trou, ce qu'ils sont, puis ils sont en train de jaser avec le blonde au téléphone. Ils sont à Montréal, tu sais. Puis nous autres, on s'inquiétait. Puis quand on a appelé les Park Rangers, quand on a fini par sortir du trou parce qu'ils n'y arrivaient pas, on a appelé les Park Rangers, puis la première question qu'ils ont posée, c'est est-ce qu'ils ont de la bouffe? Ben, un peu. Est-ce qu'ils ont de l'eau? Ouais. Pensez-vous qu'ils peuvent passer la nuit sans problème? Ben, ouais. OK, c'est beau. Si demain matin, ils ne sont pas sortis, on va y aller. On ne va pas là la nuit, c'est trop dangereux. Là. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est très drôle parce que moi le désert du Nevada, je ne l'ai pas fait en moto. J'ai juste arrêté en camion. J'étais camionneur, je faisais de l'Ouest américain. Et je me souviens d'un truc, tu sais, quand tu n'es pas dans ton pays, quand tu n'es pas dans ton univers, ça a l'air anodin comme ça. Mais je me souviens de descendre de mon camion et de manger mon lunch assis par terre. Puis les locaux de me regarder avec des grands yeux, puis un monsieur de m'approcher, puis il dit « Tu fais pas ça? » Ben, je fais pas quoi? Ben, tu manges pas assis par terre. Des serpents. Pourquoi? Ben, les scorpions, les serpents, les araignées. Oh! Toutes des noms que t'aurais pas dû dire dans ma vie. Puis il dit, ferme la porte de ton truck parce qu'ils embarquent dans les trucks, les serpents. Oh my God! Fait que ça, c'est le genre de truc que tu vis à ton premier voyage. T'as pas cette idée-là. T'as pas cette conception. Ouais, c'est ça. Les bestioles sont pas les mêmes qu'au Québec. Non, c'est ça. Le climat est très différent. La vallée de la mort, elle s'appelle pas la vallée de la mort pour déjà, rien. Le nom est un peu indicateur. Ben non, mais c'est ça. Celle-là, je l'ai pas fait en moto. Je l'avais faite en voiture de location l'année d'avant. Puis... j'ai souvenir d'être au point le plus haut de la vallée de la mort, qui est Dante's View, je pense. Puis là, on est le matin au mois d'octobre, puis c'est frais, là. Puis 2 heures plus tard, on est au point le plus bas, qui est Badwater Basin, qui est direct en bas. Ouais, puis là, il fait 40 degrés, puis il n'y a pas d'ombre. Non, c'est ça. Fait que... Au même titre qu'en moto, dans le White Rim Trail, dîner assis sur une roche à l'ombre de ma moto, parce que c'est le seul endroit qu'il y a de l'ombre. Il fait pas hyper chaud, mais... C'était au mois d'octobre, il faisait 25-26, on s'est fait cuire. Ça a été une aventure. Tu nous as emmenés au Nevada, tu nous as parlé de... Je vous ai parlé de Bibite, tu nous as parlé de chaleur. Donc, le Nevada, t'en gardes un bon souvenir au final? Oui, cette fois-là, on avait fait Vegas au Nevada, ensuite Arizona, Utah. Oui, le Utah aussi, c'était un bel état, le Utah. Écoute, on s'est promené à Monument Valley sur les chemins autour des monuments en moto. Là. Okay. Ça valait le Oui, c'était écœurant. C'était comme avec les cowboys. Là. Dans les films. Là, tu vois, quand moi, je passais en camion au Montana ou en Arizona. Quand je suis arrivé la première fois en Arizona, par la 40, tu arrives à Albuquerque, puis tu as les montagnes rouges. Là. Je dis souvent à la blague que je m'attendais à voir John Wayne avec son chariot traverser parce que c'est vraiment ça. Puis c'est décoré là-bas. C'est les Navajos qui ont
et ils décorent leurs ponts et leurs routes avec leur art. Fait que c'est de toute beauté. Sincèrement, ça vaut la peine d'aller voir. Un autre truc qui fait beaucoup rêver les doubles usagistes, je sais pas si ça se dit, mais moi je viens de le dire, c'est le Colorado. Oui. J'y avais été, c'est ça, j'avais eu la chance de faire 3 voyages, 3 années de suite, 14, 15, 16. Puis en 2015, j'avais fait avec un de mes amis, Roger Laroche, que je salue, le Colorado BDR. Donc, BDR, c'est Backcountry Discovery Route. Donc, le parcours du Colorado, il traverse le Colorado de long en large, là, du point sud-ouest au Four Corners, qui remonte jusqu'à la frontière du Wyoming, complètement au nord. Donc, on a pris 2 semaines, on avait du temps en masse pour faire ça. On est parti de Denver, on a fait envoyer le moteur à Denver. Puis de Denver, on s'est faufilé pour aller jusqu'au point de départ. On est parti de la petite ville de Dolores, comme dans la chanson de Charles Lebois. Puis on est parti de là, puis on a remonté le Colorado BDR en plusieurs jours. Là. C'est divisé par section. On faisait une section et demie à peu près par jour. Parce qu'il y en a qui sont tricky là-bas. Là. Il y a de la grosse garnotte, des gros ravins, des trucs comme ça. L'Alpine Loop à Ouray, c'est du sport. C'est de la grosse roche. Tu montes à au-dessus de 10 000 pieds 4-5 fois dans ta journée sur 150 km, puis ça prend la journée. C'est hyper beau. Là. Les paysages sont incroyables. J'ai plusieurs photos de ça. Marc-Antoine va pouvoir mettre on va tout en bénéficier. On va tout en bénéficier. On avait fait un super trip pour déboucher dans le Wyoming. On avait on avait croisé des vrais cow-boys qui étaient en train de déplacer des troupeaux, du bétail d'une place à une autre. Puis on était revenu en redescendant par Rocky Mountain National Park. Puis on a monté à Pikes Peak aussi. À la fin du voyage, on avait fini le voyage avec Pikes Peak. Ça fait rêver. À 14 200 pieds, il ne faut pas que tu échappes tes clés parce que tu vas te souffler les ramasser. Ça, c'est du rêve, ça. Ça avait été un beau trip. Il avait fait beau presque tout le temps. Presque pas de pluie. On avait été super chanceux. Le Wyoming, c'est aussi un très bel état. Hey, avant qu'on se quitte, il y a eu beaucoup d'annonces de nouvelles motos. J'aimerais ça, on va se concentrer juste sur la portion double usage parce que c'est vraiment ton créneau. Je voudrais juste entendre quelques-unes de tes petites réflexions. Exemple sur la nouvelle Ducat, la Desert X. Oui, qui a été annoncée cette semaine. Tu l'as vu en photo, tu as vu l'annonce, qu'est-ce que tu en penses? J'ai super hâte de la voir en vrai. Là. Je regardais la fiche technique, puis comme j'ai écrit sur Facebook, là, ça me fait beaucoup penser, les dimensions, la puissance, le poids. Une KTM 990 qui a déjà plusieurs années qui est pas au catalogue, là, mais c'est à peu près ce format-là, puis c'est le même format que la 890, que la T7 chez Yamaha, que la nouvelle Norden 901 aussi chez Husqvarna, qui est une 890 déguisée en Husqvarna avec quelques petites différences techniques. Le segment qu'ils appellent midweight en anglais là, a l'air d'être en plein essor. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de constructeurs qui s'en vont là-dedans. Moi, ce que j'ai aimé de la Ducat, de ce que j'ai vu, on aura un topo Ducat vraiment qui s'en vient, mais j'ai trouvé qu'il y avait une belle ligne aussi d'accessoirisation, entre autres un réservoir que tu mets en plus avec une boucle arrière. Tu sais, des fois, modifier une moto de ce style-là, c'est un peu compliqué. Eux autres arrivent avec une ligne d'accessorisation, une grosse kit plate, des affaires pour la rendre vraiment plus agressive. Je trouve ça cool. Tout va être disponible dès le départ. Comme Harley Davidson a fait avec la Pan America cette année. Ils ont annoncé la moto en même temps, les accessoires, tout était là. Nous, on n'a pas eu la chance de la rouler la Paname. Tu nous as écrit un article qui se retrouve sur notre site web. Vite, rapidement, la Paname, tu as aimé beaucoup? Moi, j'ai beaucoup aimé. À ce moment-là, la moto que j'avais, que je viens de remplacer par une autre, c'était une KTM 1190 2015. Puis, ça a la même dimension, à peu près la même puissance, le même poids. J'ai trouvé que c'était une très bonne moto. Le look est particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça se démarque beaucoup dans le lot. Puis la moto se comporte hyper bien. Honnêtement, là, j'ai été impressionné. Mais à ce prix-là, dans la moto haut de gamme, je pense pas qu'il y ait de mauvaise c'est ça. Si tu es Harley Davidson maintenant, là, aujourd'hui, avec l'annonce du nouveau Tiger 1200, comment tu te sens? Tu te sens-tu craintif?
Peut-être un peu. Si je serais Harley Davidson, je serais en train de développer un mid-size. Ils ont déjà parlé que ce moteur-là pouvait faire une version, je pense, c'est 975 cc qui avait annoncé. Là, quelque chose de plus light. Moi, je m'en irais vers une espèce de mini Paname. Je suis d'accord avec toi. Peut-être un petit peu plus hors route avec des roues 21-18 plutôt que le 19-17. Ouais. Parce que la Paname, ça reste c'est une concurrente directe de la 1290S. Et non pas de la R, c'est une concurrence de la 1250 GS. Chez BM, la grosse Ducati Multistrada, c'est dans ces créneaux-là. C'est une routière avec des aptitudes plus pour leur route. C'est une machine de voyage à tout faire. Ouais, si vous pensez faire du sentier FKMHR avec ça constamment, c'est pas la bonne moto. C'est ça. Puis la GS n'est pas non plus très adaptée pour ça, il faut être honnête. Là. Ouais. On a parlé un peu de la Norden qu'on devrait voir arriver dans nos salles de montre à un moment donné, j'imagine. Là. Elle a été annoncée pour ce printemps. Apparemment qu'il y a déjà des gens qui ont donné des dépôts ici au Québec. J'espère. Des gens qui vont en avoir. On a la Tiger. On va aussi avoir un gros topo Triumph qui s'en vient. On a chez Ducati, on a donc la Desert X. On a aussi une autre Tiger, la 660, qui est un petit peu mid-side, vraiment plus mid-side. Ça aussi, je suis intéressé à voir. Je suis curieux, j'ai pas vu cette annonce-là, mais tu me parles de ça, ça m'intrigue. Touring, ça va concurrencer un peu les V-Strom. C'est vraiment, ils vont jouer dans la talle des V-Strom parce qu'elle est vraiment un peu dédiée hors route, mais tu peux avoir un côté vraiment double usage, hors route, combiné à un je la voyais pas comme un double light. usage. Non, c'est vraiment un double usage. On a une belle époque. Là. Il y a plusieurs produits super intéressants. C'est un segment qui semble se développer parce que pour que Ducati embarque là-dedans. Oui, c'est ça. L'avantage des mid-size aussi, en plus d'être des motos un peu plus légères, c'est le prix. Là. Ouais. La Norden a été annoncée au Canada. Je ne sais plus c'est quoi le prix exact. Il me semble que j'ai vu 16 ou 17 000 Canadiens. Ouais. Quand on compare avec une 1290R qui va probablement... Il y a un nouveau modèle qui sort en 2022 qui est déjà en Europe. Ça, on parle plus de 25. Tu sais, la Paname est dans ces eaux-là aussi, la BM aussi. Ouais, la marche est haute. La marche est haute, c'est ça. Et quand tu tombes sur une 600, tu es vraiment plus dans un créneau bas au 10, 11, 12, 13. Tu sais, fait que c'est moins... ça fait moins... Ça donne l'accessibilité à tout le monde. Et parce que là, je ne suis pas sûr que tu le saches et je ne vendrai pas trop de punch tout de suite, mais il y a quelque chose qui s'en vient du côté des Chinois, qui s'en vient tranquillement ici au Canada et qui serait possiblement intéressant, un petit 800 cc, entre autres. Ouais. Et il va falloir que Honda se réveille et nous envoie une mid-size aussi. Oui, ben la fameuse Africa Twin qui est Transalp qu'ils appellent là, et il faut qu'ils se réveillent parce qu'on a cherché, sincèrement, on a cherché beaucoup, puis on n'en entend pas parler, on ne sait pas ce qui vient avec ça. Fait que, non, je trouve que c'est un beau créneau, puis peut-être, là, j'ai changé ma 1190 cet automne pour une 1290R parce que je voulais quelque chose d'un plus de capacité en route, puis je rêvais d'en avoir une aussi. Là. Ouais, c'est souvent ça, la moto. C'est plus de techno. Tu as le cruise control, le gros écran couleur, plein de modes de conduite et tout ça. Ouais. Peut-être que la prochaine sera une mid-size. Ah, ben regarde. Ou la deuxième, il faut que t'en aies deux, c'est ça. J'ai encore ma vieille 950 pour ça. Ça reste une pièce de collection qui ne sera jamais à vendre. Puis ça, c'est méchant. Ça, c'est de la machine. Ça, c'est de la machine. C'est différent. C'est la machine de guerre. Ça, là. Bon. Écoute, Simon, je pense qu'on a fait un gros tour. Chose qui est le fun, c'est que tu es venu, tu t'es rendu disponible super rapidement pour nous, puis ça, c'est vraiment super apprécié. Ça fait plaisir. Parce que ton article que tu nous as très gentiment donné, de venir nous rencontrer, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Puis on a rencontré un gars super sympathique, un gars qui connaît la moto. Et puis, j'espère que ça aura intéressé les gens. On vous a plugué un beau 40 minutes. Vous le voyez pas, là, mais Marc, il est frisé en arrière de la caméra. Parce qu'il on fait ça en 10 minutes, Arnold. Ben oui, dans tes rêves, le gros. Donc, en attendant, moi, pour ceux qui vont regarder l'émission sur YouTube, ben c'est comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on vient nous rejoindre sur les médias sociaux. Vous nous laissez vos commentaires, c'est important. Vous nous dites
comment vous avez trouvé Simon, si vous êtes peut-être intéressé à le rejoindre sur MTA, puis à vivre l'expérience. Si les gens d'Europe, vous venez ici au Canada, ben sachez qu'il y a peut-être une association que vous pouvez vous abonner pour juste une saison, rencontrer du monde sympathique, découvrir des routes. Donc, laissez-nous vos commentaires. Nous, on t'a découvert encore plus après le Harley et on te remercie. Si vous nous écoutez en podcast, parce que oui, maintenant, on est en podcast, eh bien, on vous remercie d'abord. On vous demande de vous abonner, de nous laisser des étoiles. Vous pouvez coter là, les podcasts. Laissez-nous des étoiles. Et puis, je vous remercie beaucoup. Marc me fait un décompte. Bye bye. Salut.